Bonjour, bienvenue dans notre toute nouvelle émission « L'espérance à portée de main ». C'est une série d'entrevues réalisées à la maison dans le contexte particulier du confinement que le monde entier est en train de vivre. Dans ce premier épisode, nous vous présentons 3 entretiens. Le premier avec le père Jonathan Black, curé de paroisse dans l'archidiocèse d'Ottawa. La deuxième entrevue avec Léo Cloarec, travailleur social à Paris pour l'association Aux Captifs La Libération. Enfin, le dernier entretien avec Daniel Duchesne, député d'État des Chevaliers de Colomb du Québec. Ils nous parlent tous les 3 de leur expérience particulière là où ils sont. Regardez. Bonjour Père Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon plaisir Amélie, bonjour. Alors, Père Jonathan, curé des paroisses Saint-Albert et Sainte-Euphémie dans l'archidiocèse d'Ottawa, on vit plusieurs choses ces temps-ci, évidemment. Le virus COVID-19 a frappé le Canada et les Canadiens ont été demandés de rester à la maison. Les évêques ont pris la dure décision de fermer les églises. En tant que curé d'une communauté paroissiale, à quoi pensais-tu à ce moment-là? J'étais un peu perdu aussi. La première semaine était sous le choc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout à coup, tout est annulé. Là, ben, c'est ça. Comme tous mes autres confrères, on se demandait comment ça va aller avec les autres messes, les célébrations qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on fait? On attend-tu? Est-ce que c'est tout annulé? Alors, on avait beaucoup de questions. Moi, j'avais beaucoup de questions dans les 2 premières semaines de tout ça. Puis, depuis ce temps-là, de quelle manière pratique, est-ce que tu continues ton ministère de prêtre? Moi, chaque jour, alors c'est ça, c'est dur des fois. Il y a des hauts puis des bas dans la vie, dans le ministère, mais j'ai trouvé une routine. Alors, c'est assez vite. Ma routine, je me lève le matin avec un café. Essentiel, l'amour de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il nous donne le café. Donc, ça commence bien la journée. La prière le matin, j'essaie d'aller prendre une marche dehors et peut-être une petite course ou 2. Je retourne à l'église pour un temps d'adoration, puis la messe aussi. Alors, les messes, les intentions de messe pour les paroissiens continuent chaque jour. Dans l'après-midi, l'horaire, c'est un peu les courriels puis les appels. Alors, j'essaie de retourner des appels de ceux qui me posent des questions. J'essaie de updater le site web de la paroisse aussi. Demain matin, je m'en vais au salon funéraire pour des prières au salon. La semaine prochaine aussi. Alors, la semaine dernière, j'étais appelé pour des sacrements de malades. On a déjà 2 autres décès dans la paroisse. Alors, le ministère continue, ça c'est certain. Oui, t'as pas le choix. Non, ça continue. La vie continue pareil, oui. Comment vivre? Est-ce que tu entends justement les réactions, les émotions de ce que tes paroissiens vivent en ce moment? Oui, on se sent très isolé, là. Quand je prends ma marche le matin ou le soir, souvent le soir, je vois du monde, puis de loin, on jase ensemble un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors oui, on a entendu qu'il y avait des funérailles, mais le fait qu'on est séparés, comme j'ai lu la semaine dernière, on est isolés, mais on est ensemble. Alors, on essaie de rester connectés. Alors, le hashtag qui va un peu partout, là, ça va bien aller. Tout le monde en parle. Je vois des photos dans les fenêtres de les maisons, etc. Le monde trouve ça difficile parce qu'on est fait pour la communion. Hein, on n'est pas fait pour être séparés. On est fait pour être ensemble, les frères et sœurs. On est fait pour ces célébrations, surtout durant cette semaine sainte. Ça nous fait mal. On est supposé d'être avec la communauté, en communion, et sur la communion avec Dieu, mais aussi la communion entre frères et sœurs. Tu es très actif sur les réseaux sociaux, spécialement maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de communiquer justement aux gens en étant davantage présent là, sur ces plateformes-là? Premier dimanche arrivé, puis on a dû annuler la messe. C'est ça, j'étais dans la messe, dans l'église seul, pour célébrer la messe, puis là, il y avait personne dans les bancs, puis ça m'a frappé. Alors, j'ai fait un vidéo, juste comme ça. Puis là, tout à coup, il y avait des réactions. Alors, j'ai dit, peut-être que je vais en faire un autre l'autre jour. Puis là, tout à coup, ça devient 2 semaines. Chaque jour, j'essaie de faire quelque chose
sur Instagram ou Facebook ou les médias sociaux et j'essaie de partager un peu la parole de Dieu, un peu ma vie, comment je vis ça comme prêtre aussi. C'est vrai que c'est difficile des fois. Il y a des journées un peu plus difficiles que les autres. On est seul, mais on est ensemble. Alors, encore, la communion. Alors, je sais que mes frères et sœurs prient pour moi, mes paroissiens prient pour moi aussi. Ils m'encouragent. Je reçois des courriels puis des appels. Moi aussi, je retourne des appels. Mais la patente des médias sociaux, moi, j'essaie toujours d'encourager un peu de monde. Alors, avec quelque chose à l'église ou quelque chose, une joke ou deux, ou une chanson qui fait rire ou qui nous fait parler, mais qui continue parce que le Seigneur est toujours là. On n'est pas abandonné. Le Seigneur est là. On grandit toujours dans la foi. C'est un peu en lien avec ce que tu viens de partager, mais de quelle manière tout ça, là, tout ce qu'on vit maintenant, tous ces changements-là, comment est-ce que ça l'affecte ou ça change ta manière de voir ta vocation de prêtre, ta vocation, ta mission de prêtre? Une bonne question. Tu sais, il y a des hauts et des bas dans chaque vocation, puis dans la prêtrise, on n'est pas prêtre pour soi-même, on est prêtre pour les autres. On est supposé d'être en service envers nos frères et sœurs. Et quand nos frères et sœurs sont pas là à cause d'une chose ou l'autre, ça fait mal. Alors là, ça me fait penser, mais comme prêtre, qu'est-ce que je suis supposé de faire pour le peuple de Dieu? Comment est-ce que je fais mon ministère pour le peuple de Dieu? Mais en même temps, je m'en souviens d'une phrase que j'ai toujours entendue, c'est le prêtre est supposé d'être un homme de prière. Alors, je pense en ce moment, ce temps-ci, aide mes confrères, les prêtres, de retourner à l'essentiel, à la prière. Alors, c'est sûr, moi, le matin, une heure d'adoration, un peu de temps de prière, je prie pour les intentions des paroissiens, mais aussi c'est la Sainte Messe. Je continue de célébrer l'Eucharistie chaque jour, fidèlement pour mes frères et sœurs. Et les intentions de la paroisse continuent ici à Saint-Albert et à Sainte-Euphémie, mais pour moi, c'est de retourner à l'essentiel, c'est de retourner à la prière. L'importance de la prière, bien sûr le bréviaire, le chapelet, un temps d'adoration, le sacrement de l'Eucharistie, l'Exto Divina, un peu de livres spirituels. Alors, ça dépend de la journée, bien, un peu de lecture aussi. Ben, c'est sûrement aussi des bons conseils pour nous. Ça peut nous inspirer aussi ce que tu nous partages, la manière dont tu rythmes tes journées. Ça peut être une inspiration pour nous aussi, laïcs qui vivons à la maison, à remplir notre temps aussi avec des temps de prière et de lecture spirituelle pendant qu'on est en confinement. Alors, je te remercie beaucoup encore une fois, Père Jonathan, de t'être joint à nous aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance, peut-être pas bonne chance, mais sois béni, dans tes journées et merci pour tes prières. Bonjour Léo Cloirec, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Tu es un salarié de l'association humanitaire Aux Captifs La Libération. Tu travailles dans un espace de jour où tu accueilles des gens notamment qui sont dépendants de l'alcool. On imagine qu'en cette période de pandémie, ton quotidien a été un petit peu chamboulé. Avant de revenir là-dessus en particulier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mission en tant que telle pour qu'on comprenne bien ce que tu fais? Très bien. Alors, quotidiennement, hors période de confinement, je suis responsable d'un petit centre d'accueil du jour où, comme vous disiez si bien, on accueille des personnes qui sont en situation de consommation d'alcool, qui ont besoin de consommer très tôt dans la journée et pour qui le manque d'alcool peut être assez dangereux. Donc, on est ouvert les matins. On accueille environ entre une quinzaine et une vingtaine de personnes par jour ces derniers temps. En tout cas, avant le confinement, c'était plus ou moins notre moyenne. Et on essaye de les accompagner dans leurs urgences, dans leur quotidien, dans leur consommation d'alcool, plus spécifiquement, avec pour objectif d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent améliorer leur qualité de vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que concrètement ces mesures de confinement, cette pandémie en général, a impacté votre mission, votre travail auprès de ce public? Alors nous, c'est assez simple, hein. Déjà, notre mission première à la base, c'est d'accueillir les personnes. Avec cette histoire de confinement, on a été amené à devoir fermer le lieu d'accueil. Donc, il a fallu vraiment qu'on réinvente des manières d'aller vers les personnes, de les rencontrer
et de continuer à les accompagner avec des moyens réduits, bien sûr. Mais la chose la plus évidente pour nous, en tout cas, ce qui a été le plus chamboulé, ça a été la fermeture du lieu d'accueil, le fait que la plupart des personnes bénévoles qui interviennent aussi avec nous, qui travaillent avec nous, certaines soient dans des âges un petit peu, entre guillemets, critiques, sensibles, disons, qui sont aux alentours de la soixantaine ou plus. Donc, ces personnes ont été invitées à ne plus venir travailler, à rester confinées chez elles. Donc cet espace d'accueil étant fermé, on a été amené à devoir faire évoluer nos pratiques. Et donc, de fait, en fait, maintenant, on va dans la rue rencontrer directement les personnes qu'on accompagne sur leur lieu de vie, pour celles qui sont à la rue, sur leur lieu de manche, pour celles qui arrivent à être hébergées. Et l'idée, c'est vraiment de maintenir ce lien qu'on a construit avec elles, qui a parfois été très long à construire, de pouvoir continuer dans la mesure de ce qu'on peut, à les accompagner vers leurs urgences, nous-mêmes, ou bien à les orienter vers d'autres structures qui restent ouvertes, et s'assurer que tout va bien concrètement. Hein. Comment est-ce que se passe le contact avec ces gens-là qui, d'habitude, viennent dans le centre? Cette fois-ci, c'est pas eux qui viennent, ils vous attendent pas forcément, et malgré tout, vous venez, vous êtes actifs, la démarche est active. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors c'est très variable hein, parce qu'on est avec des personnes, donc tout le monde n'a pas les mêmes réflexes. Certains se sentent dérangés quand on vient les voir sur leur lieu de vie, d'autres au contraire sont plutôt contentes. Je dirais que ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. On a même les personnes maintenant à force, hein, ça commence à faire 1 semaine et demie qu'on va en rue quasiment de manière régulière. Donc maintenant, les personnes commencent à connaître les horaires dans lesquels on va en rue. Donc certaines viennent nous rejoindre directement au lieu de départ de cette maraude, le lieu de départ restant le lieu d'accueil normalement. Et puis pour les autres, celles qui ont plus de mal à se repérer dans le temps, celles qui potentiellement ont des troubles de la mémoire, effectivement, certaines sont surprises de nous voir arriver. Certaines avec une surprise plutôt positive, contentes de voir qu'on les oublie pas, que des gens se déplacent encore pour venir les voir et qu'on essaye de prendre soin d'eux, prendre de leurs nouvelles en tout cas. Et puis pour d'autres, le contact est un petit peu moins facile, notamment les personnes qu'on connaissait pas forcément avant, sur lesquelles on empiète directement sur le lieu de vie hein, en venant. C'est vécu parfois un petit peu comme une intrusion. Mais généralement, tout se passe bien. On arrive à sentir quand une personne n'est pas disponible à la discussion. Et à ce moment-là, on continue notre chemin en lui souhaitant une bonne journée. Est-ce que vous prenez des précautions particulières en ces temps de pandémie Alors, en effet, oui, on a des précautions toutes particulières. Donc, on sort forcément avec des gants, qu'on essaye de renouveler régulièrement pendant la tournée rue, dès qu'on a touché un petit peu trop de trucs. On a aussi des masques qui nous ont été donnés par l'Agence régionale de santé, qui concrètement correspond à l'État, qui nous a donné quelques masques. Alors, il y a un réel problème d'approvisionnement en France. Je dois avouer que nous, on est plutôt bien lotis, on a cette chance. Et puis, avec le fameux gel hydroalcoolique hein, qu'on utilise pareil assez régulièrement, que ce soit pour laver les gants, les mains, ou bien les surfaces qu'on peut toucher, comme les téléphones. Et après, il y a cette application des gestes barrières hein, auxquels on se tient et qu'on essaye de faire respecter par les personnes accueillies. Alors, c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, c'est à nous de se reculer, de faire 2 mètres, de dire à la personne d'arrêter d'avancer vers nous. Mais généralement, les personnes sont plutôt conscientes et essayent de faire attention. Donc pour synthétiser, il y a cette protection avec le matériel, gants, gel et masques. Et puis ces mesures de protection qui nous sont transmises de toute manière quotidiennement par le gouvernement, à la radio, à la télé, et qu'on essaye d'appliquer quand on va rencontrer les personnes. Est-ce que le gouvernement ou les autorités locales ont mis en œuvre des moyens particuliers pour venir en aide à ces personnes-là de la rue ? Oui, il y a eu des dispositifs d'hébergement notamment qui ont été ouverts. Il y a des dispositifs supplémentaires en tout cas qui ont été ouverts. Il y a également certains, ça dépend des échelons territoriaux, mais la ville de Paris, par exemple, contribue pas mal à la distribution de repas les midis en lien avec le diocèse de Paris et une autre association qui s'appelle Aurore, que je félicite d'ailleurs.
Il y a quelques services qui restent ouverts. Oui, la ville, l'État et la collectivité en général essayent de faire ce qu'elle peut. Moi, en tout cas, c'est toujours insuffisant, mais j'ai vraiment pas envie de blâmer quelqu'un, que ce soit les pouvoirs publics ou autre chose. Je pense que quand c'est temps de crise, tout le monde fait de son mieux. C'est évidemment jamais assez, mais oui, tout le monde fait de son mieux et chacun à son échelle essaye de faire vivre la solidarité. Selon vous, qui voyez ces gens de la rue au quotidien dans le cadre de votre mission, de quoi ont-ils besoin en particulier ces jours-ci? Alors moi, je répondrai en tant que salarié au Captif La Libération, je dirais, et de mes observations aussi, je dirais d'attention, de lien, déjà, qu'on aille vers eux, qu'on leur rappelle qu'ils existent, qu'ils sont pas invisibles aux yeux de la société. Déjà, premièrement, c'est ça, hein. Nous, en général, quand on va rencontrer les gens, le premier besoin, c'est pas à manger, c'est pas à boire, c'est souvent de discuter, d'être écouté, de pouvoir trouver une oreille pour partager ses difficultés, ses angoisses, son anxiété. Après, de quoi elles ont besoin, pareil, on en revient sur des situations très diverses, puisqu'on va être sur des personnes les plus entre guillemets débrouillards, j'ai presque envie de dire, n'ont pas besoin de grand-chose, puisqu'elles se débrouillent pour aller trouver des repas dans les points de distribution, ou bien ces personnes ont un petit cercle social dans le quartier de riverains qui peuvent les aider, de commerçants qui peuvent les accompagner. Celles pour lesquelles c'est plus dur, c'est les personnes qui sont les plus fragiles, les plus cassées, celles qui peuvent souffrir de troubles psy, de difficultés à se déplacer. Et ces personnes-là, elles peuvent rencontrer des difficultés pour des besoins très primaires, hein, qui peuvent être s'alimenter, s'hydrater, puisque la majorité, en tout cas, des maraudes ne passent plus. Donc, il n'y a plus personne pour leur donner à manger, leur donner un café, ce petit lien. Elles ont besoin un peu de tout et de rien. Et puis nous, particulièrement, mais là, c'est vraiment très propre à mon activité, qui est d'accompagner des personnes qui, pour la plupart, en tout cas, sont en situation de consommation d'alcool quotidienne. Pour ces personnes, on peut retrouver bien souvent une difficulté à s'approvisionner en alcool. Et pour certains, c'est pas anodin. L'alcool, c'est pas que récréatif. Pour certains, c'est un besoin, un vrai besoin du corps d'avoir de l'alcool. Et donc, on rencontre assez régulièrement des personnes qui présentent des signes de sevrage avec des tremblements, des sueurs, par exemple. Et nous, étant sensibilisés aux dégâts que peut causer le manque d'alcool, on s'autorise aux personnes qu'on connaît dans des cas très précis. Quand on observe des signes de sevrage manifestes, qu'on est formé à repérer, on s'autorise à leur donner une consommation d'alcool, une bière de 50 centilitres, une bière à 7%, aux alentours de 7%. Mais c'est très insuffisant et effectivement, plusieurs de nos grands consommateurs d'alcool, entre guillemets, subissent au quotidien des sevrages non désirés et surtout non accompagnés. Comment est-ce que, c'est une question un peu personnelle, mais comment est-ce que vous vous sentez face à ce défi et dans ce contexte, personnellement? Un peu perdu, je dirais, ouais. Perdu, c'est le mot. Nous, on essaye, on a fait évoluer notre activité, on construit des nouvelles pratiques au quotidien, hein, aller dans la rue, aller rencontrer. C'est quelque chose que les captifs font beaucoup, c'est quelque chose que mon antenne fait un petit peu moins. Donc, on essaye un petit peu de tâtonner, de travailler de nouvelles manières d'accompagner les personnes. Mais tout ça reste très, très... On est dans la recherche, quoi. On est dans la recherche de la manière la plus pertinente de continuer notre activité. Et donc, dans un inconnu, dans une découverte quotidienne, dans une réappropriation de notre métier. Donc, si je devais choisir un mot, je dirais quoi? Je suis dans l'inconnu, puisqu'on ne connaît pas la durée exacte de ce confinement, on ne connaît pas non plus les modalités de sortie de ce confinement. Est-ce qu'on va tous sortir d'un coup? Est-ce que les services vont reprendre petit à petit? On est aussi une certaine anxiété, comme toutes les personnes, hein. On est en train de vivre en France une relative surcharge des hôpitaux. Là, sur Paris, c'est en train d'arriver. Donc, on s'inquiète pour les personnes qu'on accompagne, on s'inquiète pour nos proches, pour nous-mêmes aussi, puisque visiblement, personne n'est invincible face à ce virus, avec des patients qui meurent de plus en plus jeunes, avec de moins en moins de comorbidités associées. Donc, je dirais dans l'inconnu, avec un peu d'anxiété, mais quand même beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination.
C'est ce qu'on essaiera de retenir de cet entretien, notamment de la détermination. Merci beaucoup, Léo, de nous avoir accordé du temps. On vous souhaite énormément de courage pour la suite de votre mission. Et je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes salarié de l'association Au Captif de la Libération et vous travaillez à Paris. Merci beaucoup, Léo. À bientôt. Merci à vous aussi et bon courage à tout le Canada. Daniel Duchesne, vous êtes député d'État des Chevaliers de Colomb du Québec. Alors, c'est vraiment une organisation très importante. Vous avez des milliers de chevaliers vraiment qui répondent de vous et que vous connaissez particulièrement, puisque vous vous promenez à travers tout le Québec pour les rencontrer. Parlez-nous un peu comment cette annonce a été reçue, du confinement, les restrictions du gouvernement du Québec. Comment est-ce que ça a été reçu par les Chevaliers de Colomb au Québec? C'est sûr que cette pandémie a été une grande surprise pour nous tous parce que on s'attendait pas à ça. On était en travail avec nos évêques 2 jours auparavant à la Maison de la Madone. Et le lendemain de la fin de notre réunion, il y a une annonce qui nous arrive du Chevalier suprême qui nous dit qu'il est vivement recommandé d'annuler toute activité des Chevaliers de Colomb suite à l'annonce de la pandémie. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre tout de suite. Aussitôt que les Chevaliers de Colomb ont été informés de la pandémie, j'ai avisé tous les conseils du Québec. Avec le Conseil d'État, on a fait une réunion en mode vidéo, un peu comme on fait aujourd'hui, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions avec toute mon équipe. Et nous avons mis tous les conseils, nous avons recommandé d'annuler toute activité. Au début, c'est sûr que c'était 250 personnes. Ça a descendu à 50. Après ça, c'était annulé complètement puisque c'était plus sécuritaire pour tous nos membres, puisque nos membres sont en majorité, je pourrais vous dire, 60 ans et plus. Fait que c'est sûr qu'on veut protéger nos membres en premier lieu. Mais ça ne nous a pas empêché quand même de continuer à travailler. Exactement. La charité, elle, ne prend pas de répit, surtout pas dans des périodes de crise où est-ce que c'est particulièrement essentiel. Votre travail, j'imagine, est requis. Comment est-ce que vous avez transformé un peu votre action des Chevaliers de Colomb? Est-ce que vous avez fait des lignes pour téléphoner des gens qui sont peut-être dans la solitude? Comment est-ce que vous avez interprété et comment vous avez traduit ce besoin de charité dans votre action aux Chevaliers de Colomb du Québec? Dans les premières journées du conflit, j'ai envoyé un message à tous les conseils du Québec de voir faire des équipes pour faire la ligne téléphonique, de contacter nos membres, s'assurer qu'ils vont bien et ceux qui ont besoin d'aide, que quelqu'un a besoin d'aller faire l'épicerie pour eux, le kit. Fait que je pense que les gens ont très bien répondu. Je vous dirais que la majorité des conseils ont pris ça à la lettre, ils sont en action. Beaucoup d'entre eux, même, qu'on leur a demandé d'aider les banques alimentaires, se sont mis en action, ont aidé les banques alimentaires. J'aimerais souligner la région de Québec qui ont fait une action très majeure pour aider justement la communauté avec les repas qu'ils ont fait puis qu'ils ont donné à tout le monde. Je tiens à les féliciter, puis c'est pas la seule place. C'est plusieurs places à travers le Québec où les Chevaliers de Colomb se mettent en action pour justement... je pense qu'on a une réalité dans nos mains. Puis notre vraie mission, c'est d'aider la veuve et l'orphelin, mais aujourd'hui, c'est encore plus, c'est d'aider notre voisin. S'assurer que notre voisin n'est pas laissé seul par lui-même, de façon à ce que nous puissions aider tout le monde, aider notre communauté, être présent dans nos communautés. On pouvait pas, on n'aurait pas voulu avoir une situation de même pour se valoriser, mais les Chevaliers de Colomb ont une chance de montrer leur fierté, de voir comment est-ce que c'est important la mission, comment c'est important d'être présent dans nos communautés, puis ils ont toujours une place dans leur communauté, puis à aider nos paroisses, à aider nos communautés, puis à aider nos frères chevaliers. Je l'ai mentionné au début de cet entretien. Bon, vous, Daniel Duchesne, vous êtes député d'État, et donc ce qui vous donne une vision vraiment globale sur tous les conseils et tout le Québec, là, des Chevaliers de Colomb. Vous vous êtes déplacé partout. Je pense que vous êtes allé en Abitibi, en Gaspésie. Vraiment, vous avez fait un grand travail là, pour rencontrer les gens sur le terrain.
ce qui fait en sorte que vous les connaissez. Vous avez certainement eu beaucoup de conversations, justement, par les médias sociaux, par téléphone. Si vous aviez, puisque vous avez cette vision globale, pouvez-vous donner un portrait, là, comment est-ce que les communautés vivent cette période de crise en ce moment, là, et peut-être si vous aviez à nous donner quelques exemples là, du travail des Chevaliers de Colomb pour venir en aide à la population, où est-ce qu'elle se trouve? Si on regarde dans la Naudière, on a entendu parler beaucoup dernièrement, qu'il y a eu des cas. On a un conseil que j'ai remarqué qui était sur le Facebook. Puis les grands chevaliers, puis l'ex-grand chevalier ont annoncé à toute la population de la communauté, tous ceux qui ont de besoins, qui peuvent les contacter puis qui vont aller les aider. On a ici à Trois-Rivières la Banque alimentaire, le Conseil 1001 avec les autres conseils des environnants. Ils se sont assurés de pouvoir aider les banques alimentaires de façon à pouvoir aider les gens dans le besoin. Je peux vous dire que le Québec, à l'heure actuelle, autant dans la Gaspésie, où ce que tout le monde puisse... c'est des gens qui sont tissés serrés. Je pense que les gens se sont rassemblés, justement, puis à se contacter, s'assurer qu'il y a un bon réseau téléphonique qui se fait, puis s'assurer que tous les gens vont bien, autant dans la communauté que les frères chevaliers. Il y a plusieurs exemples de même qu'on peut donner partout à travers le Québec, autant en Abitibi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que tout le monde là, ont vraiment voulu relever le défi. Puis un de nos messages qu'on a eu dernièrement de notre Chevalier suprême, c'est « Ne laissez pas notre voisin derrière ». Je pense que ça dit tout, c'est faut s'assurer là que vraiment les Chevaliers de Colomb, on a une mission. Si on est en santé, puis qu'on peut se le permettre, il n'y a pas de problème. Mais c'est certain qu'on demande à tous nos membres, ne prenez pas de chance. Assurez-vous de respecter les directives qui sont données par les autorités, autant fédérales que provinciales, que de notre Chevalier suprême et du Conseil d'État. Assurez-vous tout le temps de faire les choses de la façon à être protégés en tout temps. Mais c'est rien qui nous empêche d'être en action et de faire la charité. On vu que vous avez une tribune peut-être pour vous adresser à tous vos chevaliers de Colomb en ce moment. Outre cette consigne de respecter vraiment les règlements et les mesures mises en place par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, quel est le message que vous avez là, pour les chevaliers de Colomb là, au Québec qui nous écoutent? Premièrement, j'aimerais dire à tous nos frères chevaliers, je suis extrêmement fier d'être chevalier de Colomb aujourd'hui quand je regarde comment les gens ont réagi face à un défi énorme que nous avions tous à relever. Je tiens à les féliciter, je tiens à les remercier de tout le travail qu'ils font, mais encore une fois, assurez-vous toujours de le faire de façon sécuritaire. Mais il n'y a rien qui nous empêche de mettre des lignes téléphoniques à la disposition de nos membres, s'assurer que nos membres vont bien, s'assurer que les gens de notre communauté, nos frères, nos sœurs, les parents, les grands-parents, tous ces gens-là vont bien. Un téléphone, ça coûte pas cher. Il y en a qui m'ont dit, Daniel, on va leur envoyer un message par courriel. Un message par courriel, c'est pas comme parler de vive voix avec quelqu'un. Je pense que c'est réconfortant. C'est un soutien moral que les gens aujourd'hui ont grandement besoin. On n'a pas terminé. On va réussir à passer à travers, ça c'est certain. Mais le défi n'est pas encore complété. Nous devons continuer à relever ce défi-là et nous devons appeler nos membres. Tout le monde devrait appeler quelqu'un, justement, pour s'assurer qu'ils vont bien, puis garder le moral ensemble. Nous avons une belle chance, là, tous les gens du Québec, de travailler pour une bonne cause. C'est pas juste les Chevaliers de Colomb, je pense, c'est toute la communauté des Québécois. Nous devons travailler ensemble pour le bien de notre communauté. Et je pense qu'on a une belle occasion de le faire. Appeler quelqu'un tous les jours, vraiment c'est un message d'espérance et un appel à la solidarité pour l'ensemble de la population, mais en spécialement pour vos chevaliers de Colomb, à vous, ainsi que leurs épouses qui sont également sur le chantier en ce moment même. Alors, Daniel Duchesne, je rappelle que vous êtes le chevalier d'État des Chevaliers de Colomb du Québec et que vous êtes actuellement en plein travail vraiment pour faire rayonner la charité à toutes les personnes qui sont dans le besoin dans cette crise de COVID-19. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous de chez vous à Trois-Rivières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Partagez-la et faites-nous part de vos commentaires. Rendez-vous très vite pour une prochaine émission. À bientôt.